la vache! J'en peux plus, Elodie. Je vais jamais y arriver. Mais si, accroche-toi, tu dois croire en tes rêves. Tiens, prends un like. Ce sera pas suffisant. Eh ben, prends un abonné. Et puis encore un. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. J'ai toujours voulu te le dire. Une personne peut s'abonner à 1000 comptes. Oui? 1000 personnes peuvent s'abonner à un compte. Oui? Et 1000 personnes peuvent s'abonner à 1000 comptes. Oui! Il est vachement moins beau sans sa moustache. Salut les pilotes, comment ça va? Eh ouais, ça y est, j'y suis enfin arrivé aux 1000 abonnés. Merci à tous. Et surtout, merci à mon spécial cas, mon premier cas, Monsieur Boxprod, sur mon serveur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. On discute, on s'amuse, rejoignez la communauté et ne ratez aucune nouvelle. Ma première vidéo, sur comment devenir pilote pro, a été super bien reçue. Merci. Même si à la base je le faisais un peu en mode troll, j'ai essayé de vous donner le point de vue honnête et franc dont j'essaie toujours de faire preuve. Vous êtes nombreux à avoir eu l'air intéressés par la catégorie ouverte. Et même si c'est un gros morceau, on va essayer de voir ça de la façon la plus claire possible. J'espère que je ne raterai rien, mais si c'est le cas, bah tant pis pour vous. Déjà, la loi drone européenne 2021 met du temps à être appliquée. Entre la pandémie et les difficultés pour coordonner tous les États membres, c'est pas évident. Mais pour une fois, on peut pas en tenir rigueur à la DGAC, qui étrangement est en avance sur nombre d'autres organisations étatiques. Avant d'aller plus loin, revenons un peu en arrière. Avant cette nouvelle réglementation, le seul moyen de vendre vos images capturées en drone, ou de les monétiser sur les réseaux sociaux, bah ouais, il fallait obligatoirement être pro. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est la principale raison pour laquelle je me suis formé. Pas forcément pour en vivre, mais pour au moins être dans la légalité si j'en venais à monétiser mes images, ou essayer de les vendre. À l'époque, vous aviez le choix entre être pilote pro ou être pilote de loisir. Le loisir, c'était fait pour vous permettre de voler en sécurité après avoir passé un petit QCM obligatoire. Vous aviez accès à Géoportail pour vérifier les espaces aériens et connaissiez les règles de base. Interdiction de voler à moins de 150 mètres d'une agglomération, de résidence, de personnes, respect des hauteurs maximales, respect de la vie privée, mais surtout, pas d'utilisation commerciale des prises de vue. On est donc passé d'une notion de loisir ou pro à une notion de risque, avec les catégories ouvertes, spécifiques et certifiées. On a eu un changement de la hauteur maximale, de 150 mètres à 120 mètres, et bien d'autres choses. Cette nouvelle réglementation européenne, malgré quelques restrictions plus importantes, pourrais-je dire ennuyantes, apporte également de bonnes choses. Et on va détailler un peu tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle catégorie ouverte. Pour les pros, pas mal de choses ont changé, dont certaines plutôt compliquées, comme la Sora et autres joyeusetés. J'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo, vu que j'ai récemment été formé pour. Mon Dieu, à force de dire ça, j'ai une liste longue comme le bras de sujets à développer. Et promis, je les ferai tous. Mais chaque chose en son temps. Nous ne parlerons pas des sous-classes et classes de drones C machin, puisque le marquage officiel européen n'est pas encore appliqué. De même, l'âge légal minimum est de 14 ans en France, et 16 ans en Europe. Alors, si vous êtes dans l'âge légal et que le sujet vous intéresse, c'est parti! Première chose, vous devez maintenant vous enregistrer sur le site Alpha Tango. Fini le délire de Fox Alpha Tango, vous entrez maintenant dans la cour des grands. Une fois enregistré, vous allez recevoir un numéro du style FRA, des chiffres et des lettres. 9 lettres, avec enculage au pluriel. Ce sera votre numéro d'identification unique, et bien sûr, il vous sera précieux. Vous vous souvenez? Avant, on devait déclarer les drones à partir de 800 grammes. Et bien maintenant, quel que soit le poids, à partir du moment où vous avez une caméra d'équipée sur le drone, il doit être enregistré. Alors, je ne sais pas si la caméra de retour FPV compte, puisque l'on parle normalement dans les textes de loi de dispositifs de prise de vue. Mais vu qu'on a tous, ou presque, un DVR qui enregistre les vols, perso, je prendrai pas de risque, et j'enregistrerai le drone. Une fois le pilote et le drone enregistrés, vous devez apposer ce numéro sur votre drone. Et là, ça se complique un peu, mais rien de méchant. Premièrement,
Si votre drone pèse moins de 250 grammes, n'a pas de caméra, ou dispose d'une énergie à l'impact inférieure à 80 joules, il n'est pas nécessaire d'identifier votre drone via une étiquette, mais vous pouvez tout de même y noter votre mail ou numéro de téléphone en cas de problème. Si votre drone pèse moins de 250 grammes, ou dispose d'une énergie blablabla, mais possède une caméra, dans ce cas, il est nécessaire de mettre le numéro d'exploitant sur votre étiquette. Votre drone pèse entre 250 grammes et 800 grammes. L'étiquette est obligatoire et doit disposer du numéro d'exploitant. Vous savez, le FRA machin truc. La masse de votre drone dépasse 800 grammes, l'étiquette est obligatoire et doit disposer du numéro d'exploitant, FRA bidule, et du numéro d'enregistrement de l'aéronef, qui sera UAS, FR, une suite de chiffres et de lettres. Si votre drone est équipé d'un système de signalement électronique, quelle que soit sa masse, le numéro d'enregistrement de l'aéronef doit figurer sur l'étiquette. En résumé, moins de 250 grammes sans caméra, rien à apposer sur votre drone. S'il y a une caméra, de 0 à 800 grammes, enregistrement obligatoire, et apposer l'étiquette avec le numéro d'exploitant. Au-dessus de 800 grammes, les deux numéros, exploitant et enregistrement du drone. N'oubliez pas aussi, au-dessus de 800 grammes, vous aurez aussi besoin de l'identification électronique à distance, qui d'ailleurs maintenant fonctionne avec tous les drones de chez DJI, sauf le JFPV, vu qu'il est en dessous de 800 grammes, normalement. Attention, avant on n'avait pas le droit de coller ce numéro sur une partie amovible, genre la batterie. Mais il était plus ou moins toléré qu'il soit sous la batterie, en cas de manque de place, ou parce que comme moi vous trouviez que ça faisait super moche, alors autant le cacher. Maintenant, c'est possible de le placer sous une partie amovible, mais elle doit être accessible, sans outillage. Bah, vous êtes enregistré avec votre beau numéro FRA blablabla, votre drone est enregistré, il a un beau numéro UAS FR. C'est cool, mais c'est bon, on peut aller voler? Allez, allez, allez! Bah non, désolé. Maintenant, il faut suivre la formation. Bah non, j'ai bien vu dans ta dernière vidéo, faut faire attention. Ça sent l'arnaque ton truc. Mais non, puis c'est gratuit en plus. Quand c'est gratuit, c'est encore plus louche. Non, regarde, c'est sur le site du gouvernement et tout. Alors, avant la nouvelle réglementation, c'était bidon. La formation loisir, c'était le même QCM pour tout le monde, avec 20 questions identiques, toujours dans le même ordre, et tout pareil. Bien entendu, on trouvait les réponses partout, même sur jeuxvideo.com. Le seul prérequis au final, c'était de se taper les vidéos en entier. Comme celle-là. Maintenant, c'est un module annoncé à 180 minutes. Une fois la formation suivie, le QCM passé, vous obtiendrez une attestation de formation à la catégorie ouverte. Bravo! C'est bon? On peut aller voler? Voler, 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 voler! Un peu de patience, j'ai même pas fini ma vidéo. Avant de voler, il faut toujours vérifier si on a le droit de le faire. Déjà, la hauteur maximale maintenant, c'est 120 mètres. Sur le site Géoportail, les zones rouges sont tout simplement interdites en classe ouverte. Ce sont généralement les aérodromes, les agglomérations et quelques zones interdites comme les couloirs aériens militaires. Certaines zones, comme les parcs naturels, le sont aussi. Alors faites bien attention. Le jaune clair sera généralement limité à 100 mètres, orange à 50 mètres et le rose rouge pâle à 30 mètres. Généralement, vous trouvez ces zones dans la zone d'influence d'un aérodrome ou d'une hélistation. Alors soyez prudents et vérifiez toujours que vous avez le droit de voler avant de décoller. Donc en gros, on peut voler que dans les champs, quoi. Bah déjà, même pas tous les champs. Si vous avez un aérodrome dans les parages, c'est mort. Espace aérien interdit. Idem. Pourtant, on peut tricher un peu. Première astuce, en intérieur, les règles de la DGAC ne s'appliquent pas. Donc vous pouvez voler en intérieur, plus ou moins comme bon vous semble. Après, ne vous imaginez pas que les musées vont vous ouvrir leurs portes, comme ceux où j'ai eu la chance de voler. Hein. Si vous arrivez au Louvre en mode « ça fait 3 semaines que je vole sur Liftoff, je peux voler autour de la Joconde ?» la réponse risque d'être super drôle. De même, vous aurez le droit de voler sur un espace privé, avec l'accord du propriétaire. Donc, même en ville, vous pouvez voler. Des fois. Il n'y aura qu'une chose supplémentaire à garder à l'esprit, fini les 120 mètres. Vous n'aurez pas le droit de dépasser le plus haut obstacle de la propriété, ou de dépasser la limite imposée sur la zone dans Géoportail. Mais ça reste une bonne solution pour voler dans un endroit normalement interdit. Ensuite, le survol de personnes. Vous n'avez pas le droit de survoler des personnes avec votre drone. C'est le cas depuis les premières lois drone. Même nous les pros, nous ne pouvions survoler que les acteurs de la prestation. C'est quoi la différence? Imaginons, votre collègue qui gère la sécurité, votre caméraman au sol, un ou plusieurs acteurs. En gros, on retenait ça assez simplement. Si votre mission n'est pas possible sans lui, vous pouvez le survoler. Exemple tout bête,
un mariage. Et là vous avez le droit de survoler les mariés. Bah oui, sans eux, il n'y a pas de mission. Mais pas les invités ou les passants. Ensuite, le vol de nuit. J'ai été contacté récemment par un pilote qui me demandait quelques conseils pour un vol lors d'un feu d'artifice. C'est vrai que j'en ai couvert quelques-uns quand même. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur le travail nécessaire pour faire accepter un tel vol. Mais je vais quand même parler un peu du vol de nuit. Avant, il fallait faire une demande de dérogation à la DSAC, la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile. Et genre un bon gros dossier, bien lourd, avec pas mal d'allers-retours entre les différents acteurs. La DIRCAM, la Direction de Circulation Aérienne Militaire, la Sécurité Civile, le gestionnaire de l'espace aérien, ou encore d'autres, ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, c'est encore le cas, voire pire en fait avec la SORA. En catégorie spécifique, on peut voler de nuit avec une simple déclaration, donc comme un S3 classique, mais jusqu'à 50 mètres maximum. Tout bénef pour les pros. Donc mis à part sur un terrain d'aéromodélisme agréé, pour la catégorie ouverte, désolé, mais c'est toujours strictement interdit de voler pendant la nuit aéronautique. Juste comme ça, la nuit aéronautique, c'est à partir de 30 minutes après le coucher du soleil, jusque 30 minutes avant le lever du soleil. Mais là-dessus, croyez-moi, si vous gérez bien, de belles images peuvent être faites en 30 minutes. Ensuite, l'obligation de vol à vue. La nouvelle réglementation européenne ne s'embarrasse même plus des distances de 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres des anciens scénarios français. Mais ces licences restent applicables en France. Donc 200 mètres maximum en agglomération, 100 mètres en agglomération. Pour le vol en immersion, comme avant, il vous faudra un spotter qui conserve le drone à vue. Dites-vous bien qu'un Mavic 2 Pro, c'est déjà très difficile à voir au-delà de 200 mètres. Très difficile. Donc ce sera à votre spotter de juger si vous êtes toujours à vue, ou si vous êtes parti trop loin. Le souci ici, c'est qu'un aéronef habité est toujours prioritaire. Vous devez donc, en cas d'approche d'un aéronef, le laisser passer. Généralement, on conseille lors des formations de réduire au plus vite son altitude, voire de poser le drone afin d'assurer la sécurité. Donc ne soyez jamais trop gourmand en l'air, c'est la sécurité avant tout. Ça me paraît pas mal. Vous êtes enregistré, vous êtes formé, vous connaissez les principales règles, c'est bien, on avance. Allez, la suite. Maintenant que vous êtes en règle pour voler, il reste encore quelques petites choses avant de pouvoir essayer de commercialiser vos plans. Déjà, une structure pour pouvoir facturer. Auto-entrepreneur, SAS, SARL, EURL, EI, il y en a un paquet. Mais quoi qu'il arrive, il vous faut une société pour pouvoir facturer votre travail. L'assurance professionnelle, l'assurance civile, comme celle de votre maison par exemple, peut parfois couvrir les drones pour le loisir. Pensez bien à vérifier si c'est le cas, et surtout si elle fonctionne pour l'activité commerciale. Ça par contre, c'est rarement le cas. Sinon, il vous faudra une assurance spéciale, commune aux aéronefs. La déclaration d'activité de photographie et cinématographie aérienne. Avant, elle ne concernait pas le loisir. Maintenant que la catégorie ouverte regroupe le loisir et l'activité commerciale à faible risque, désolé, mais vous devez y passer. Le formulaire, c'est le CERFA 12 546. Vous devez le remplir et l'envoyer à la DSAC de votre région. Petit truc à savoir, c'était valable pour 1 an à la base, mais ça a été prolongé à 3 ans avec la nouvelle loi européenne. Pour votre envoi, les adresses de la DSAC se trouvent assez facilement. Je vous mets le lien en description. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je vais essayer de noter le maximum en description pour faciliter la recherche d'informations si jamais vous en avez besoin plus tard. Et en passant, tiens, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, vous abonner, ou me donner quelques menus monnaie pour me soutenir. Hein, pourquoi pas? Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je sais, ça pique un peu. Je suis sûr que j'en ai perdu quelques-uns. Eh oh, vous là au fond, ça va? Dans le doute, on va résumer. Premièrement, enregistrement sur Alpha Tango, pilote et drone. Deuxièmement, être en zone de vol autorisée. Troisièmement, avoir une assurance pro. Quatrièmement, déclaration d'activité photo, vidéo, aérienne. Et enfin, pouvoir facturer. J'ai donné quelques conseils et astuces au cours de la vidéo. Il est tout à fait possible de commercialiser les plans faits en catégorie ouverte. D'ailleurs, un point que j'adore, pas besoin de déclarer les vols, hein. Ça c'est cool, c'est comme en S1 à l'époque quoi. Alors oui, un pilote pro avec un joli carnet d'adresses peut aller voler à Paris ou toute autre grande ville. Un joli dossier, pas mal de prises de tête, mais on peut tout faire. Et cette nouvelle réglementation permet aux pros d'en faire encore plus. Faire voler des flottes de drones, de voler jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, quasiment tout en fait. Mais pour ça,
il faudra justifier de la faisabilité et de la sécurité apportée avec le système Sora. Ça tombe bien, je suis formé pour, mais ça ne sera pas à la portée de tout le monde. Par contre, en catégorie ouverte, on peut déjà commencer à travailler. De l'inspection, par exemple. Là, je devais faire l'inspection d'une évacuation d'eau. C'est un endroit clos, il n'y a plus besoin d'être pro. On peut filmer, photographier pour un client qui a un souci de toiture, par exemple, un couvreur qui veut évaluer les dégâts, un agriculteur qui veut un relevé du sol par photogrammétrie, ou même des photos vidéos pour des agences immobilières, tant qu'on a les autorisations demandées. Donc quand vous lirez un commentaire qui vous dira « Oh là là, trop lol, filme dans les champs et vendent des images, lol !» Ils sont beaux, ils sont frais, ils viennent des champs près de chez vous. Ils sont même pas chers. Vraiment pas chers. Il suffit de réfléchir un peu et trouver des prestations réalisables. Il y en a, plein. Honnêtement, j'ai plus souvent volé en S1, donc le scénario 1, hors agglo, un peu comme la catégorie ouverte, qu'en S3, en ville, ou en S2, du S1 mais jusqu'à max 1 km en vol hors vue, quand on appliquait encore les scénarios nationaux. Donc oui, on peut travailler en catégorie ouverte. C'est possible. Et ça vous donnera un aperçu de toute la partie cachée du métier de pilote professionnel. De la création de l'entreprise, au démarchage client, en passant par les connaissances de la réglementation, grâce à une formation qui maintenant est gratuite, tout ça, vous pouvez déjà le découvrir et voir si ça vous plaît vraiment. Comme dit au début, j'ai pas mal de vidéos en attente. Mais ça me plaît bien de faire une vidéo suite à vos demandes. Celle-ci était prévue, mais pas pour tout de suite. Mais avec vos retours, vos commentaires, vos vues, j'ai pensé qu'elle serait parfaite pour cette semaine. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai pu éclairer un peu cette zone d'ombre qui est encore la catégorie ouverte, et surtout que je vous ai appris quelque chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, un commentaire, et à vous abonner. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les pilotes, bon vol.